D'interaction autour de vous que vous allez au moins rater certains détails. Et c'est ça en tout cas la différence, très rapidement pour résumer, ce sera la différence entre le management et le leadership. Parce que le management c'est quoi? On vous demandera tout simplement, on vous donnera des instructions et là, mais vous les exécutez. Au moment où vous les exécutez jusqu'à terme, là, vous êtes dans le management. Et maintenant, quand vous ferez plus que ce qui est attendu, maintenant, vous êtes dans le leadership. C'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. Donc, pour revenir à la différence entre le leadership et le management, pour le management, donc, on a l'efficacité, donc c'est une question de système et de procédure, d'instruction et d'exécution. Maintenant, quand il s'agit du leadership, maintenant c'est l'efficience qui est attendue par exemple chez vous en tant que, non seulement étudiant, mais président de Beno. Là, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est agir un peu sur le système, c'est avoir une vision, une orientation. Pour rendre beaucoup plus explicite la différence entre le manager et le leadership, au moment où le manager, par exemple, administre, le leader, lui, il innove. Mais moi, je vais vous inviter à, surtout, à la sortie, par exemple, de ces 3 jours de formation, de partager tout avec l'équipe dans laquelle vous êtes. Il faut que les gens soient au même niveau d'information. Vous allez partager ça avec les clubs, comment on rédige les TDR, et partager toutes ces sessions de formation-là que nous avons eues parce que vous devez être remplacé. Donc ces notions-là doivent être appropriées par les étudiants avec qui donc, vous serez. Donc prenez le temps donc, de bien parcourir. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé ça avec vous. Donc il faudra dérouler avec les pairs que vous représentez. Ça vous permettra au moins de leur faire porter le projet que vous avez. Donc, j'étais pris par le temps parce que j'ai une rencontre à 10 h. Mais véritablement, merci beaucoup et bon courage. Merci. L'adaptation consiste à mettre en valeur ses capacités, son potentiel pour tirer son épingle du jeu. Le développement personnel et les techniques professionnelles. Principe de base, le développement personnel est la clé de l'avenir professionnel. Le développement personnel, c'est une kyrielle de procédés avec comme finalité la connaissance de soi, la valorisation de ses talents et potentiels, l'atteinte d'une meilleure qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses objectifs. Le développement personnel, c'est un ensemble de démarches, un ensemble d'outils qui permet de mettre en valeur les aspects positifs
connu ou inconnu de la personnalité de l'individu pour s'accomplir. De plus en plus utilisé dans le monde de l'emploi, mais l'origine est lointaine. Par rapport aux repères, je pense qu'on peut avancer. On peut prendre le développement personnel comme un projet. Vous savez, tout est projet dans la vie. Tout développement se pose comme un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Le projet, c'est le levier sur lequel repose la vie d'un individu. En quelque sorte, on vit pour accomplir un projet, un rêve. Exemple, l'entreprise s'articule autour d'un projet. La famille est orientée par un projet. Les études ont pour objectif de faire aboutir un projet. Un régime politique repose sur un projet de société. Le mariage, c'est un projet de vie en commun. Donc, vous voyez que tout ce que nous faisons dans la vie doit se poser comme projet. Cadre réglementaire. D'abord, il y a le CNAES. Le CNAES, c'est le Conseil national de l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc, après ce conseil-là, il y a une décision qui a été prise à partir de la directive 2. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, il y a une loi sur les universités, donc qui confère une nouvelle mission de service à la communauté aux universités. Et aussi, le CAMES pour les enseignants-chercheurs. Maintenant, pour qu'un enseignant-chercheur puisse évoluer en termes de grade, il doit effectuer aussi du service à la communauté. Maintenant, il n'est pas noté seulement sur la formation et la recherche. Les enseignants aussi sont notés sur le service à la communauté. Donc, c'est pourquoi, à l'UVS, vous allez voir au niveau de la DDC des services qui s'occupent du SAC, de l'entrepreneuriat et de l'insertion, parce que c'est des missions qui ont été ajoutées à la recherche et à la formation. Donc maintenant, c'est 5 missions qui sont conférées aux universités. Donc il y a la formation, la recherche, le service à la communauté, l'accompagnement à l'insertion et l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, comme définition, tentative de définition, parce qu'il n'y a pas une seule définition. Donc, c'est le service à la communauté qui contribue à l'enrichissement et au développement de la qualité de vie de la communauté, ainsi qu'à l'épanouissement du citoyen. Donc, il faut que la communauté ou bien la personne avec qui vous travaillez puisse avoir un meilleur avenir ou bien un meilleur cadre de vie. Donc, ça peut être de l'investissement humain, don de sang. Tout ça, ça participe à vraiment améliorer sa qualité de vie. Donc quand on parle de communauté, donc des fois on fait allusion au quartier, au village, mais il y a deux sortes de communautés, en interne et en externe. Pourquoi je dis en interne? Par exemple, si vous allez à l'UCAT, pour eux, le service à la communauté, c'est au sein de l'UCAT. Donc ils se font, il y a des adolescents, il y a des facultés, des amicales qui font du service à la communauté, mais au sein même de l'UCAT. Mais l'UVS, la particularité de l'UVS, c'est qu'on est multisite. On est présent un peu partout. Donc nous, non seulement vous faites du service à la communauté, là, ce que je fais là, ce qu'on est en train de faire, c'est du service à la communauté. C'est-à-dire qu'on le fait de manière bénévole, volontariat, on n'est pas payé, on est là pour juste vous accompagner à monter en compétence. Vous aussi, vous accompagnez vos collègues. Par exemple, je prends n'importe quoi, quand les nouveaux bacheliers sont orientés, Campus Seine par exemple, vous les aidez à vraiment essayer de remplir dans les universités, dans le campus, de s'inscrire, tout ça. Ça, c'est du service à la communauté. Donc, il y a des clubs aussi qui se forment, qui s'entretraitent entre eux. Donc, c'est du service à la communauté, mais interne. D'abord, l'innovation, tout le monde sait qu'on est une université innovante. La proximité, Fonek Fofule, dans tous les énos. L'engagement, au niveau des communautés. Je pense que vous incarnez l'engagement ainsi ici. Le partage, c'est ce qu'on vous demande de faire. L'équité, comme on dit, qu'on puisse savoir que tout le monde peut compter sur vous, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Et l'agilité, vraiment, c'est tout ce que vous pouvez faire pour, comment dire, comment je peux dire, rebondir, savoir s'adapter à toutes les situations et savoir trouver des solutions pour tout. On va dire que s'engager fort de ces valeurs-là, s'engager dans les bénos, c'est un signe déjà d'abnégation, de don de soi pour les autres. Ce ne sera jamais un travail facile. Souvent, c'est de
Est-ce que vous pouvez revenir sur les valeurs sur l'équité? Sur? Peut-être on peut revenir après. Je peux revenir sur l'équité. D'accord. Ok. Donc je disais que ce n'est pas un travail facile, qu'on récolte souvent de l'ingratitude, parce qu'on fait pour tout le monde, mais ce n'est pas forcément la reconnaissance qu'on a. Les autres étudiants n'ont pas toutes les informations, c'est vous qui les avez. Donc ils parlent sans forcément connaître. Ce n'est pas la peine de vous énerver, c'est parce que c'est vous qui avez toutes les cartes en main, contrairement à eux. Donc les décisions en général, prises, un groupe qui vient vous voir, non, il faut faire, il faut aller en mouvement et tout. Il faudrait d'abord vous-même savoir tout ce qui se passe avant de pouvoir y aller avec eux. Parce qu'après, derrière, quand vous vous retournez, vous pouvez vous retrouver seul, alors que ces gens-là ont déjà ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est évident, hein. Le saut et autres là, c'est évident. Je pense que j'ai mis la bonne, avant que vous me tirez les oreilles, quoi. Université du Sénégal, bureau des espaces numériques ouverts de Kaolack. Si c'était à Saint-Louis, je pense que ça, c'est juste... Vous pouvez le changer, c'est en tête et pied de page. Vous pouvez le changer, hein? Vous cliquez, juste double-cliquez, vous le changez. Une fois qu'on va vous envoyer ça, vous pouvez le actualiser par rapport à votre ENO. Maintenant, ça, on le met à gauche. À droite, il faut savoir que, en fait, vous êtes une association qui est reconnue par l'administration. Tout ce que vous faites, il faut le faire en fait, de la plus belle des manières. C'est-à-dire que il faut numéroter vos lettres. C'est-à-dire qu'il faut le numéroter. Il y a ici numéro UVS, on est à l'UVS. Beno-Kaolack. Je pense que j'ai mis le bon tiré. Ça, c'est le tiré du 6. Permettez-moi, avant de commencer, de saluer la présence du président du comité d'organisation, en l'occurrence, M. Dr Mahmoud Mansour Dia. Il aura l'occasion demain, Inch'Allah, d'introduire justement et de présenter les différents présidents de Beno, de Créneau et de FENEF, au coordinateur. Hein. Donc, je suis chargé donc, de faire une formation sur les TDR et le rapport d'activité. Je pense que tout le monde sait ce que ça signifie TDR, hein, le cycle. Thème de référence, ok. Pour nous qui sommes dans l'administration, notre document de référence, justement, par rapport au TDR, c'est le PTBA, le plan budgétisé de travail annuel. Maintenant, pour vous, quel est votre document de référence par rapport à votre TDR? Pour les Beno, quel est le document de référence des TDR pour le Beno? C'est le plan annuel d'activité. C'est en fait, vous venez d'être élu. Donc, je pense que M. Ning aura l'occasion justement de vous demander de préparer un programme. Un plan d'activité qui sera étalé au niveau, qui sera étalé l'année par rapport aux activités que vous aurez à organiser. Donc ceci dit carrément que pour un peu anticiper que la mutuelle, certes c'est l'administration qui a piloté ça, mais tous les membres du conseil d'administration, y compris moi le PCA, nous sommes des étudiants de l'UVS. Donc c'est un projet déjà pour tester les étudiants dans un sens où nous serons autonomes sur notre manière de faire, d'agir à travers cette mutuelle. Donc c'est très important. Donc tous les membres de la mutuelle donc, sont des étudiants. C'est pourquoi le coordinateur dit tout le temps la mutuelle des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Donc, la durée de la mutuelle de santé est illimitée. Là, on ne parle pas de la durée du mandat, mais ça dit que la mutuelle, c'est un projet à long terme. Tant que l'université virtuelle du Sénégal existera, la mutuelle aussi accompagnera tous les étudiants donc, de l'université virtuelle du Sénégal. On en revient avec l'objectif de la mutuelle des étudiants de l'UVS. La mutuelle de santé a pour objet d'améliorer les conditions de santé des étudiants dans les zones d'implantation. Elle se propose de mener essentiellement au moyen des cotisations de ses membres une action de prévoyance, d'entraide et de solidarité en vue notamment d'assurer la prise en charge de toute une partie des soins de santé. Là aussi, vous n'êtes pas sans savoir que pour la mutuelle de santé, c'est la loi des grands nombres. C'est pourquoi on a souligné d'entraide et de solidarité. Quand on parle d'entraide et de solidarité, nous tous, nous sommes dans une situation de tranche d'âge jeune. Ça dit que au fur et à mesure que les cotisations augmentent, au fur et à mesure aussi, les bénéficiaires aussi
se prennent régulièrement dans les hôpitaux, centres de santé et pharmacies qui sont en convention avec la mutuelle. Donc ne dites jamais ou bien que je ne suis pas encore malade, donc je ne vais pas cotiser pour la mutuelle. C'est pourquoi on a dit que prévoyance, on prévoit, on s'entraide et il y a ce qu'on appelle la solidarité. Donc ceux qui cotisent facilitent à ceux qui sont dans le besoin. Donc tous les étudiants de l'UVS, quelle que soit la promotion, devraient impérativement cotiser pour la mutuelle pour entraider solidarité. Donc les missions de la mutuelle, c'est d'assurer la prise en charge de toute une partie des soins de santé, d'assurer l'amélioration des conditions de santé de ses bénéficiaires, de faciliter l'accès pour tous à des soins de santé de qualité, de stimuler l'amélioration de qualité des soins, de participer aux activités de promotion et d'éducation de la santé. C'est ce que Mouchekan disait par rapport aux mots et aux phrases. Quand on va d'assurer la partie en charge de tout ou une partie des soins de santé, ça a été très clair parce qu'il y a ce qu'on appelle un taux de 80%. Les fonds issus des droits d'inscription pédagogique sont répartis dans chaque établissement selon la nomenclature suivante. Les 25 000, je parle des 25 000 parce que vous êtes au premier cycle, hein, en licence. Alors 60% des 25 000, 60% sont alloués, sont affectés à la professionnalisation et à la spécialisation. Ça ne vous concerne pas. Les 20% sont destinés à l'appui à la pédagogie, c'est le domaine pédagogique. Les 10% sont alloués aux formations doctorales. C'est les écoles doctorales ou bien les étudiants qui sont inscrits et qui doivent faire des recherches en doctorat. Maintenant, il y a 5% sont réservés au programme d'échange et de mobilité des étudiants. Je vais après revenir sur le mot mobilité. Et 5% sont affectés à l'appui à la vie estudiantine et à l'animation scientifique. Et ce sont ces deux pourcentages-là qui vous intéressent et qu'on vous donne dans les DIP. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 10 000 francs. Vous verrez demain, l'agent comptable va venir ici pour vous rembourser vos déplacements. Ça entre dans la mobilité. Il peut y avoir des étudiants qui sont invités. Ça a été le cas avec les Hassimou, avec les Khadijatou, invités en France pour participer à des forums ou autres. On cherche, on leur crée les conditions de déplacement, avion, billets d'avion et hébergement sur cette rubrique mobilité. Maintenant, l'innovation de l'UVS, c'est qu'on ne garde pas les 5%, parce que dans beaucoup d'universités, on ne leur donne que les 5%. Mais le coordinateur a décidé de vous allouer intégralement les 10% réservés au droit d'inscription pédagogique. Quand je parle de 10%, c'est que chaque fois que vous donnez 25 000, les 2500 sont alloués pour la gestion des bénos. 2500 par étudiant dans un ENO. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais après revenir sur ce que... Parce que nous aussi, on a innové. Hein, on a vraiment innové par rapport à la gestion de ces DIP. Sur l'article 4.3, la gestion des dits fonds est assurée au niveau de chaque institution d'enseignement supérieur ou de leur démembrement par une commission paritaire composée de 50% d'étudiants et de 50% du personnel administratif, de l'administration. Ça veut dire que c'est une commission où il n'y a absolument rien du tout qu'on peut vous imposer. Il y a autant d'enseignants, de personnel administratif ou d'agents administratifs que d'étudiants. Pour le cas spécifique de l'UVS, il y a 4 qu'on a élus hier, 4 étudiants, 4 membres de l'administration. OK? Alors maintenant, nous, quand on a pris ces 25 000, nous sommes dans des ENO, nous ne sommes pas dans des UFR, nous ne sommes pas dans des facultés, nous sommes dans des ENO. Les ENO font partie de l'UVS. On s'est dit que comme dans chaque ENO, il y a un BENO, chaque BENO doit avoir un montant. Et nous avons fait une répartition sur 2 niveaux. Parce que comme c'est 25 000 francs, vous enlevez les 2 000 francs qu'on doit reverser aux étudiants. Si on s'était limité, 2500, si on s'était limité à l'effectif, à la taille démographique de l'ENO, il y aurait des ENO qui vont se retrouver avec des sommes extraordinaires, alors que d'autres qui sont considérés comme de petits ENO vont se retrouver avec des sommes dérisoires et ne vont presque pas pouvoir dérouler d'activité.